Taisez-vous. En Mais cet homme est 2018, ahurissant. porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Tant qu'on est dans le commentaire de Bistrot, mais lui, il est même pas philosophe, c'est encore ça le pire. Il y a mon Mateloset qui dit la vraie question, c'est que devient le docteur Marty? Eh ben, ça tombe bien. Hier, voilà une petite séquence, c'était le docteur Marty dans les grandes gueules. Hier, donc, ouais, ça. 26 avril 2022. Moi, je me suis dit, bon, au départ, il est médecin. Il nous a cassé les pieds à parler pendant la crise Covid. Bon, mais dans les grandes gueules, apparemment, il est motivé à parler à peu près de tout. Et voilà la séquence que le docteur Marty, que nous avions reçu sur Juste Milieu, voilà à peu près ce qu'il nous dit aujourd'hui sur le Front National. Encore une fois, il est sur la dynastie Le Pen. Moi, j'entends Barbara qui est sur la dédiabolisation et qui dit on a reproché à Madame Le Pen d'être presque le retour d'Hitler, etc. Moi, j'ai appelé à voter Macron. Et ça me coûte beaucoup. J'ai appelé à voter Macron parce que dans les valeurs de Madame Le Pen, il y a une antinomie totale avec les valeurs des médicales. Moi, quand elle veut mettre à bas la ME, quand elle désigne à la vindicte les médecins étrangers, quand elle promotionne les pâtes à science, tout ça, c'est pas acceptable. On ne peut pas l'accepter. Et donc, il n'y a pas de dédiabolisation. Il y a un ripollinage de façade, mais c'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose. Ça n'a pas changé. C'est un parti raciste, c'est un parti xénophobe, antisémite. C'est tout, quoi. Et ça ne changera jamais. Ça ne changera jamais. Alors, tu me prouves que Marine Le Pen dirige aujourd'hui un parti antisémite. Vas-y, prouve-le-moi ça. Mais regarde son entourage. Non, je te parle pas de son entourage. Il suffit de regarder. Mais tu choisis. L'entourage, tu choisis les anciens du GUD. Barbara. Châtillon, Axel Lousteau. voilà. Est-ce que ces gens-là font partie de la campagne? Non, mais il faut... Barbara, ici, ils y sont. Comment on fait son lit, on se couche. Excuse-moi. Comment on fait son lit, on se couche. Donc là encore, on s'amuse un petit peu à décortiquer les amis. Si ça vous plaît pas, vous me le dites, on fait autrement. Mais j'aime bien prendre ces actualités-là parce que c'est intéressant sur le plan de la rhétorique, c'est-à-dire sur le plan des arguments qui sont donnés par le docteur Marty. Je pense, c'est ma position, pour critiquer ces arguments, ce qui est intéressant, c'est de les prendre au sérieux et de les tordre, de les mettre dans des sens différents pour voir ce qui peut émerger. Et là, typiquement, quand il dit « Marine Le Pen est antisémite », en fait, c'est par rapport à son entourage. Elle-même ne l'est peut-être pas, mais elle a dans son entourage des gens qui sont considérés comme antisémites, donc automatiquement, ça déteint sur elle. Dont acte. Ok, après tout, prenons cet argument au sérieux. Considérons que le docteur Marty a raison. Ben, dans ce cas-là, si par exemple, dans un autre domaine, et on va prendre exactement le même argument sur le plan intellectuel, on a Emmanuel Macron, dont le ministre de la Justice est mis en examen. C'est-à-dire qu'il est potentiellement un délinquant pour des affaires de détournement d'argent. Si le jugement montre et prouve que Éric Dupond-Moretti est un délinquant et qu'il a détourné de l'argent. Et dans ce cas-là, si on suit l'avis du docteur Marty, ça fait d'Emmanuel Macron un délinquant et quelqu'un qui a détourné de l'argent. Si on considère que l'entourage déteint sur une personne, moi je veux bien, mais dans ce cas-là, que fait Emmanuel Macron au pouvoir? Si on considère que McKinsey est une entreprise qui pratique l'évasion fiscale de manière industrielle, et qu'il y a autour de Emmanuel Macron, dans l'entourage d'Emmanuel Macron, des gens qui travaillent ou ont travaillé pour McKinsey, on considère alors qu'Emmanuel Macron pratique l'évasion fiscale de manière industrielle. Moi, je veux bien, mais le problème des arguments à la con, c'est qu'ils sont tellement fragiles qu'on les utilise dans un sens, et Barbara Lefebvre, à mon avis, devrait tout de suite calmer le jeu et dire ce que je vous dis. Je vous dis pas que ce que je dis est génial. C'est juste pour montrer, en fait, la fragilité, le ridicule de l'argument. D'un argument qui n'en est pas un, parce qu'on peut le retourner contre n'importe qui. Moi, si demain, je me rends compte que, je sais pas, un ami est en fait un voleur, qu'une fois il a volé un portefeuille, je vois pas en quoi ça fait de moi un voleur. C'est absurde intellectuellement. C'est absolument absurde. Dans la mesure où j'étais pas avec lui, où je l'ai pas aidé et tout ça, c'est logique. C'est vraiment de l'argumentation logique que je vous propose. Vous voyez, on est au-delà des opinions, on est au-delà de tout ça. C'est pas la question d'être d'accord ou pas avec le docteur Marty. C'est juste que sa justification, lui qui souhaite se rassurer, en fait, à dire il faut voter contre Marine Le Pen parce qu'elle est raciste, antisémite et xénophobe. D'accord, mais qu'il le montre avec de réels arguments, qu'il soit au moins un petit peu plus fort. Parce que là, vraiment, c'est une pichenette et l'argument ne tient pas. On peut le retourner contre n'importe qui. C'est absolument absurde. Donc, ce qui est intéressant, c'est ça. Et voilà, en fait, un peu le niveau d'argumentation, c'est que plutôt que de s'attaquer au programme de Marine Le Pen, et le résultat aurait sûrement été le même, de mettre en avant les failles du programme de Marine Le Pen, les problèmes du programme de Marine Le Pen. Là, on est sur une rhétorique
je veux dire, qui est nul. C'est ce fameux chantage au racisme, ce fameux chantage à l'antisémitisme. Qui y croit sérieusement encore? Qui y croit? Je veux dire, même les gens qui attaquent n'y croient plus. Vous savez, l'exemple que je prends souvent, c'est Gérald Darmanin. Quand il déclare avec Marine Le Pen, les pauvres vont peut-être mourir. Mais on est à quel niveau, en fait, de provocation? C'est nul et non avenu, en fait. C'est vraiment bidon. Et pareil, il y a Seb361209 qui dit pareil pour la banque russe. Effectivement, on peut s'amuser à reprendre cet argument d'Emmanuel Macron qui avait été sorti dans le débat de l'entre-deux tours. Je ne sais pas si vous étiez là quand on l'a regardé ensemble, mais à un moment donné, Emmanuel Macron dit parce que une banque russe vous a prêté de l'argent, la Russie c'est Poutine, donc vous êtes assujetti, vous êtes soumise à Vladimir Poutine, sous l'influence de Vladimir Poutine. Là encore, admettons, il a raison. Ok, l'argument, pourquoi pas? Bah, il faut renverser l'argument. Pendant plusieurs années, Emmanuel Macron était banquier d'affaires pour la banque Rothschild. Il a reçu de l'argent de cette banque, il a vécu grâce à l'argent de cette banque pendant un certain nombre d'années. Donc, on peut imaginer qu'aujourd'hui, il est redevable de cette banque. Enfin, ça tient pas la route, c'est absurde. Et c'est dommage parce que si une banane flambée comme moi, avec un pull trop grand et une chemise mal repassée, parvient à vous dire ça, pourquoi à ce moment-là, Marine Le Pen ne démonte pas l'argument d'une manière extrêmement basique? Et on est au-delà du combat politique, on est au-delà des idées, qu'on soit pour ou contre. Je vous dis juste que, à la fois que Emmanuel Macron ait utilisé un argument aussi nul, c'est regrettable, et que Marine Le Pen ne l'ait pas mise à poil sur cet argument, sur cet argument en démontrant que précisément il est bidon, c'est regrettable aussi. Donc voilà un petit peu le niveau du débat qui est proposé. C'est ce que j'essaie de vous montrer avec juste milieu, c'est vraiment d'apporter les faits, de tordre un petit peu tout ça et de mettre en lumière ce que ça fait ressortir. Et dans le même ordre d'idées, vous l'avez sûrement suivi, Elon Musk, le milliardaire américain, l'un des hommes les plus riches du monde, peut-être même l'homme le plus riche du monde, a racheté Twitter. 44 milliards de dollars, ça fait un sacré paquet de pognon, ça fait un sacré paquet de sesterces. Elon Musk, son idée à lui, c'est de réinstaurer la liberté d'expression, de rétablir la liberté d'expression, et moi j'ai envie de dire c'est plutôt une bonne chose. Tu vois, généralement la liberté ça fait plaisir. Tu vois, l'Occident, le monde entier semble se battre pour préserver la liberté. Donc moi je dis, tu vois, que quand l'Union Européenne veut défendre l'Ukraine, c'est pour la liberté. Donc moi ça me parle, tu vois. Bon alors, attention que ce soit dit en préambule, Elon Musk c'est un peu un zinzin. Je vous dis pas que c'est un génie. Oui, c'est un peu un zinzin. Mais quand le mec débarque et dit bon ben j'achète Twitter pour la liberté, l'Union Européenne envoie des armes à l'Ukraine pour la liberté. Tu vois, tout est possible. Tout est possible. Donc moi j'ai vu ça. Et là on a vu fleurir des choses aujourd'hui et où j'ai pas compris. Pour vous dire là encore que le monde est un peu monté à l'envers en ce moment. Ouais, le monde est un peu à l'envers. On apprend que la Fédération internationale des journalistes condamne le projet de rachat de Twitter par l'homme d'affaires Elon Musk, y voyant une menace pour la liberté de la presse. J'ai pas compris. Ouais, j'ai pas compris. Et en fait, il y a ça, mais il y a ça tout le temps. La Libération fait son travail. Là, ils ont dit, tiens, oula, attention, qui va toucher les 44 milliards? Enfin, ils décortiquent vraiment le problème de partout. Il y a de la panique un peu. Il y a de la panique de partout. On apprend, tu vois, il y a plein de choses qui ressortent par rapport à ça. Ça, c'est un article de la Tribune. La France numéro 1 mondiale de la censure de tweets. Les autorités françaises sont à l'origine de 87% des demandes de suppression de contenu reçus par le réseau social au niveau mondial. Et il y a tout ça qui ressort, en fait. T'as un type qui arrive qui dit oui, la liberté d'expression. Et on dit non. Non. Non, 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 non. Même Fabien Roussel, tu vois, qui est communiste. Qui dit Elon Musk dépense l'équivalent du PIB de la Jordanie en achetant Twitter, simplement pour protéger notre liberté d'expression. Je veux bien que le logo de Twitter soit un oiseau, mais qu'il arrête de nous prendre pour des pigeons. Ouais. Donc non, je sais pas, je comprends pas. Raphaël Antoven, toujours lui, décidément, qui a dit il y a quelque chose de liberticide dans une liberté totale. Alors là, voilà, je laisse un petit silence parce que j'ai pas compris. Hein, j'ai pas compris comment c'est crédible, mais apparemment ça l'est. Apparemment ça l'est. Donc
Voilà un petit peu où on en est. Après, et c'est un argument très intéressant et qui nous provient tout droit de ce cher Édouard que je salue, que j'embrasse, qui effectivement disait en même temps, de toute façon, Twitter, c'est vrai que c'est le café du commerce digital. Globalement, les gens y vont pour dire de la merde, ça changera pas grand-chose. Et je suis d'accord. C'est là où il est malin. Ce sera mon Premier ministre. S'il gagne les législatives, hein, attention. Donc effectivement, c'est très intéressant parce que voilà, est-ce que ça va finalement changer grand-chose cette affaire-là? Mais si on se place en tout cas au niveau des réactions médiatiques, franchement, c'est curieux, quoi, tu vois. Tous ces gens qui défendent la liberté au quotidien et qui gueulent quand il y a des gens qui font pareil, pour de vrai, euh, non, moi je trouve ça cocasse. Je le dis, je trouve ça cocasse. Et il y a Ruby Cléo, effectivement, c'est aussi là-dessus que c'est cocasse, qui nous dit mais que des milliardaires possèdent toute la presse et les médias français, là, ça dérange personne. Absolument. Absolument. Donc, voilà, c'est cocasse. Voilà, je le dis, c'est cocasse. Mais, les amis, assez parlé, parce que il est 17h23. Je vois la montre qui file, ça file, ça file, ça file Collins, comme on dirait.